Bonjour. Écoutez, nous avons aujourd'hui notre discussion qui est consacrée à une question brûlante qui est effectivement la révolution en Iran et des sujets importants autour de ce sujet, autour de cette révolution qui touche à la fois la société iranienne mais également la société française ainsi que le monde entier. Aujourd'hui, nous avons notre invité et qui est avec nous et je voudrais remercier Pierre-Henri Taboileau qui a accepté mon invitation et donc il est présent avec nous. Et tout d'abord, peut-être un petit bonjour, chers collègues, pour notre démarrage et ensuite je vais vous présenter en quelques mots et puis nous allons commencer notre discussion. Ravi d'être avec vous et je dois dire qu'effectivement les événements en Iran à la fois me passionnent et en même temps il y a une émotion extrêmement forte à l'égard de ce qui se passe actuellement en Iran. C'est pas simplement une passion intellectuelle, c'est aussi une très grande attention et puis je dois dire aussi une très grande solidarité. Voilà, merci infiniment. Alors tout d'abord, je vais vous présenter notre invité en quelques mots. Pierre-Henri Taboileau, en fait, il est philosophe universitaire et il enseigne également à la faculté des lettres de Sorbonne Université et il est également président du collège de philosophie. Alors, ses travaux, bien sûr, sont vastes, mais surtout portent sur la philosophie des Lumières, l'éthique, la philosophie politique, contemporain surtout, et notamment sur les questions éducatives, les âges de la vie et l'art de gouverner. Parmi les ouvrages, car ils sont nombreux, on peut citer par exemple L'abeille et le philosophe, aussi La guerre des générations, et également on peut citer aussi Comment gouverner un peuple roi, qui est très célèbre et qui a effectivement a eu beaucoup de succès, et donc, mais également la morale de cette histoire, guide éthique pour, disons, les temps incertains. Bien, alors, donc, en fait, pourquoi j'ai proposé effectivement à notre collègue d'être avec nous, c'est parce qu'en fait, sur les questions touchant la question à la fois de la laïcité, concernant le mode de fonctionnement de nos démocraties, eh bien, il a une pensée bien fondée et que donc, comme lui-même il l'a dit au démarrage, et il est très intéressé également par la question iranienne. Eh bien, chers collègues, si vous voulez bien, on va commencer notre échange, notre discussion. Comme vous le savez, effectivement, depuis à peu près 2 mois, on parle de la situation iranienne. Pour certains, on qualifie comme un grand mouvement populaire, mais également pour d'autres, ils parlent également de la révolution en cours. Pour certains, ils parlent effectivement de la troisième révolution en Iran. Alors, les questions qui nous intéressent ici dans cet échange avec vous, c'est par exemple le premier point. Selon vous, d'après vous, quel est votre regard sur la situation sociopolitique en Iran et selon vous, quels sont les objectifs de cette révolution qui est en cours? Je vous en prie, c'est à vous. Merci. Écoutez, je sais que vous êtes très spécialiste de ce sujet, donc je veux uniquement dire non pas une analyse, parce que je ne suis pas très compétent, mais plutôt vous donner le ressenti et la manière dont les choses m'apparaissent. J'essaie de m'informer, j'essaie de comprendre. Et l'image qui m'est venue, elle n'est pas de moi, mais je trouve qu'elle est très significative, c'est de considérer qu'il se passe en Iran quelque chose qui est du même ordre que la chute du mur de Berlin. Et qu'en fait, le fait d'enlever le voile, c'est de détruire le mur de Berlin.
Et c'est de cet ordre-là, et c'est un événement qui me semble de ce point de vue-là historique, pas seulement pour l'Iran, mais pour l'ensemble du monde, et donc il a une portée mondiale. Et c'est un événement qui est aussi puissant parce qu'il témoigne de l'affaiblissement d'une théocratie extrêmement fanatique du fait que cette révolution aussi, parce que je pense qu'il y a quelque chose en effet de révolutionnaire, émane non pas de... C'est coupé, c'est coupé. Voilà, pardonnez-moi. Non pas de groupe qui manipulerait cette révolution, mais vraiment d'un sentiment d'une vague de fond, c'est-à-dire comme une cocotte minute qui, à un moment donné, n'en peut plus et s'ouvre, puisqu'il n'y a pas ici une partie de la population, une partie de l'Iran, mais que c'est un phénomène, et je remercie Didier Djadi de m'envoyer régulièrement des informations, de voir effectivement que partout, dans des couches sociologiques et dans des territoires extrêmement différents, il y a ce mouvement qui demande en plus un courage colossal. Voilà, c'est de ce point de vue-là, c'est extrêmement impressionnant et admirable ce qui se passe parce que cette résistance, pardon, je vais faire une petite comparaison, mais je ne peux pas m'empêcher de comparer les activistes qui se collent sur les tableaux en France au nom de l'environnement et qui ne courent strictement aucun risque, voilà, c'est vraiment, ils vont être même adulés par les médias, et donc ce sont des pseudo-résistants, et le contraste avec des petits gestes, mais pourraient avoir des conséquences, et qui ont des conséquences, parce qu'il y a des morts, il y a des tortures, il y a des mises en prison, là vraiment, on a affaire à quelque chose qui est absolument admirable et qui force l'admiration. Donc voilà, l'image qui me vient à l'esprit, c'est celle de la chute du mur de Berlin et la chute du voile. Le dévoilement est en quelque sorte de cet ordre-là. Oui, absolument. Et comme vous le dites, et bien évidemment, il s'agit d'un grand événement, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on pose également cette question-là, est-ce que là, on est dans une période, dans un moment où on peut parler de la rupture avec l'islam politique, en quelque sorte, qui domine en fait la scène politique iranienne depuis au moins 43 ans. Et donc, eh bien, cet événement-là reste à analyser d'une manière approfondie pour voir véritablement ses objectifs qu'on peut les voir dans les slogans, mais également à partir de l'analyse effectivement de grandes tendances depuis 2 mois, ce qui se passe en Iran. Et donc, on peut lire également les objectifs, car parmi les slogans évoqués par ce mouvement-là, par exemple, comme vous le savez très bien, femme, vie, liberté, hein, le grand slogan, disons, de cette révolution, mais également un autre qui est effectivement abat le régime islamique ou abat la République islamique en Iran. Est-ce que pour vous également, ce sont des objectifs de cette révolution ou de ce mouvement, chers collègues? Oui, parce que ce qui me paraît aussi très intéressant, c'est qu'il y a, comment dire, l'Iran est une grande nation, une ancienne nation avec un sentiment national très fort. Et effectivement, ce que la révolution iranienne de 1970 a réussi à faire, j'allais dire pour le meilleur comme pour le pire, c'est de réconcilier en quelque sorte à un moment une logique nationaliste avec une logique ultra-religieuse. Et on a pensé à un moment donné que ça pouvait tenir. Et je pense que les dirigeants actuels croient que ça peut encore tenir. Alors ce à quoi, et encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste, mais ce qui me semble apparaître aujourd'hui, c'est qu'il y a une déconnexion entre le régime théocratique et la nation. La nation, mais à la fois le sentiment de grandeur, c'est-à-dire que il me semble que je vois dans ces manifestants et dans ces manifestantes l'idée qu'elles incarnent la grandeur de la nation iranienne et que ce n'est plus du tout le régime théocratique, et donc il y a une sorte de déconnexion qui s'est faite, et c'est pour ça que je crois à cette révolution, entre l'identité nationale, la fierté d'être iranien, et le régime théocratique. Et cette déconnexion me semble de l'ordre du divorce irrémédiable, et c'est pour ça qu'il me semble en effet que les jours de ce régime sont comptés. J'allais dire que je l'espère. Est-ce que c'est une analyse où mon espérance prime sur la rationalité? Peut-être, mais encore une fois, c'est un désir extrêmement cher. Eh bien, nous avons les mêmes désirs, chers collègues. Alors, donc,
et comme vous venez de faire une première partie de votre analyse, vous vous rappelez qu'effectivement, au moment de la révolution iranienne de 79, dirigée par Khomeini, eh bien, cela a provoqué pas mal de réactions, pas mal d'enthousiasme également. Non seulement chez les Iraniens, beaucoup d'entre eux, les gens de gauche, etc., qui ont commencé à soutenir véritablement le courant de Khomeini, là. Mais également en France, ça certainement vous le savez, également des penseurs tels que Foucault, Michel Foucault, qui était intéressé et qui était également dans un enthousiasme par rapport à cette révolution de l'époque islamique. Et il avait évoqué que donc cette révolution en Iran, c'est l'esprit d'un monde sans esprit, d'une certaine manière. Alors donc, effectivement, j'ai entendu qu'ultérieurement, eh bien, il a avoué qu'il s'est trompé, mais néanmoins, ce moment-là, c'était très, très important. Comment un penseur comme Michel Foucault s'est trompé sur la nature de la révolution islamique à l'époque, et comment on peut expliquer ce phénomène-là, cette prise de position selon vous? Écoutez, c'est une tradition, hélas, fréquente des intellectuels français de se tromper. Sartre s'est aussi beaucoup trompé sur le régime stalinien et la liste pourrait être longue. Vous connaissez peut-être cet adage, cette phrase célèbre qu'on cite beaucoup, Sartre avait comme mamie Raymond Aron, le grand philosophe libéral, et on disait en France souvent qu'il valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron, parce que Raymond Aron, en effet, lui, a toujours eu des prises de position extrêmement lucides et intelligentes sur la réalité. Donc voilà, hélas, la figure de l'intellectuel français, à quelques exceptions près, bien sûr. Émile Zola, au moment de l'affaire Dreyfus, ne s'est pas trompé, mais c'est assez fâcheux qu'à l'âge des idéologies, beaucoup d'intellectuels français se soient trompés de manière aussi nette. Pour Michel Foucault, je dois dire que ça ne m'étonne pas beaucoup parce que, alors personnellement, je ne suis pas un admirateur de Michel Foucault et je constate que dans aussi ses livres historiques, il s'est beaucoup trompé. Mais au-delà de la personne, qui n'est pas en l'occurrence très importante, il a incarné à un moment donné ce qu'on appelle, et ce qui est très controversé en France, l'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme, qui est une figure un peu étrange, et certains disent que ça n'existe pas, je pense que ça existe. Et comment le définir, cet islamo-gauchisme? Vous voyez, spontanément, le gauchisme n'aime pas la religion, parce que c'est l'opium du peuple, comme disait Marx. Donc, pour qu'un gauchiste ou une personne de gauche commence à devenir propice à une religion, l'islam, il faut un certain nombre de raisonnements. Voilà comment le raisonnement se construit. D'abord considérer que l'islam est la religion des opprimés. Cette première phrase est évidemment très étonnante parce que bon, quand on regarde le monde, il y a au sein de l'islam des oppresseurs et des opprimés comme dans toutes les religions, mais voilà, l'idée que l'islam est la religion des opprimés, ce qui permet aux gauchistes d'abjurer, si je puis dire, son athéisme, et pour se dire, tiens, voilà, l'islam, voilà des opprimés, et comme moi, gauchiste, je suis le défenseur des opprimés, je suis favorable à l'islam. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'on va considérer également que puisqu'en Europe, nous ne disposons plus des masses prolétaires susceptibles de faire la révolution contre le capitalisme, parce qu'aujourd'hui, force est de constater que les ouvriers français sont soit des conservateurs, c'est-à-dire aspirent à devenir des bourgeois, soit votent pour les forces réactionnaires, pour le Rassemblement national, eh bien, les gauchistes sont un peu embêtés, parce qu'ils n'ont plus personne pour faire la révolution. D'où l'idée qu'il va falloir utiliser l'islam, voire l'islamisme, pour faire la révolution anticapitaliste. Donc voilà l'alliance objective qui se crée en disant, un, l'islam est la religion des opprimés, deux, ça va nous servir de main-d'œuvre pour produire la révolution anticapitaliste, et puis après, évidemment, nous canaliserons ces islamistes, et puis on les utilisera, et éventuellement, l'histoire de ce point de vue-là est cruelle, parce qu'en l'occurrence, au moment de la révolution en 1979, certes, beaucoup de gauchistes ont pu s'engager, mais évidemment, ils n'ont pas utilisé l'imam Khomeini, ils en sont devenus pas simplement les marionnettes,
mais très vite aussi, ils ont été eux-mêmes opprimés. Et donc, en effet, voilà l'erreur majeure de l'islamo-gauchisme, c'est croire qu'on va pouvoir utiliser l'islamisme, alors qu'en réalité, c'est bien plutôt l'islamisme qui les utilise. Voilà un peu la structuration de l'erreur, et c'est effectivement une erreur dans laquelle est tombé, ou un piège dans lequel est tombé Michel Foucault, qui, je dois le dire, n'a pas une lucidité politique extraordinaire. D'accord. Mais en même temps, on peut lire également disons, dans la littérature, et effectivement à la fois philosophique, mais également sociologico-politique également, comme quoi, lui, il était également un peu dans un courant que vous le connaissez très bien, ce qu'on appelle le postmodernisme. Et on dit qu'effectivement, il y avait un certain mépris vis-à-vis du rationalisme et vis-à-vis de la raison, de la place de la raison. Et que forcément, à partir de disons, de cet éloignement du point de vue de sa pensée, il arrive petit à petit, effectivement, à s'ouvrir sur la question, effectivement, du système mystique, et un peu la religion d'un côté, mais également, comme vous l'avez évoqué, un certain anti-impérialisme qui fonctionne également dans sa pensée, s'occuper des marginaux et marginaux ici et ailleurs pour les sauver et les opprimer, et que tout ce climat et donc également leur idéologie, leur slogan font effectivement un tout qu'il faut d'une manière ou d'une autre effectivement de les sauver. Donc ils deviennent effectivement quelqu'un qui doit sauver effectivement tout un monde, mais un monde, et quand je dis un monde, mais en même temps on attend autre chose de la part d'un philosophe, un grand philosophe, et qui a écrit beaucoup, bien évidemment, ce n'est pas la quantité, mais quand même, il y a des aspects pertinents également dans certains domaines, mais comment on peut toujours être étonné et évidemment devant cette erreur fondamentale, comment véritablement un grand philosophe peut se tromper, disons, d'une manière cruelle. Et donc, comme vous l'avez dit, effectivement, ça vient d'une racine un peu idéologique, n'est-ce pas? Mais également, peut-être que son scepticisme par rapport à la raison, et que tout cela entraîne véritablement une pensée erronée concernant la révolution islamiste en Iran. Et donc, effectivement, eh bien, lui, bien évidemment, n'était pas seul. Il y avait d'autres également, à la fois ici en France, mais également en Iran. Mais quand même, comme vous l'avez dit également, c'est le cas de Sartre également. Jean-Paul Sartre également s'est trompé dans sa défense concernant le camp soviétique, etc. Mais à ce niveau-là, avant de passer à un autre sujet, y a-t-il des recettes pour ne pas tomber effectivement dans ce genre d'erreurs? Je pense que la recette, c'est de fonctionner avec le doute, c'est-à-dire essayer toujours de penser contre soi-même, hein, ce qui est la clé de la pensée et du travail intellectuel, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a une hypothèse, effectivement, essayer de la contrecarrer, et aussi l'avantage énorme de l'idéologie, c'est que ça mâche le travail, c'est-à-dire quand on a une lecture idéologique, on a les résultats avant la recherche. Ce qui est évidemment beaucoup plus facile, parce qu'on se contente dans la recherche d'accumuler les éléments qui vont dans le sens du résultat qu'on a déjà trouvé. Le travail intellectuel, c'est l'inverse, c'est-à-dire être face à une énigme et puis effectivement trouver des éléments favorables, défavorables, et au bout du compte essayer de clarifier, non pas de simplifier, mais de clarifier. C'est un effort extrêmement, extrêmement pertinent. On dit aujourd'hui qu'il n'y a plus d'intellectuels français au sens de Sartre ou de Foucault. Eh bien, c'est tant mieux. Moi, je le dis très clairement, c'est tant mieux, parce que nous avons effectivement des gens qui sont peut-être moins fulgurants, peut-être des gens qui fascinent moins, mais l'erreur fascine beaucoup aussi. Et donc, je trouve personnellement, dans la lecture des livres qui sortent en France, beaucoup de gens très compétents qui m'apprennent beaucoup, et des choses qui sont en général plutôt, me semble-t-il, exactes et moins idéologiques. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, cette figure-là, qu'elle s'efface un peu, même si le nationalisme français en prend un coup. Bien, merci pour ces réponses. Alors, passons à un autre, disons, aspect de notre discussion là. Donc, on est en train de constater qu'effectivement, l'islam politique en Iran est en crise profonde.
Et en même temps, on est en train de constater que dans l'analyse, disons, de ce qui se passe en Iran, c'est-à-dire cette révolution en marche, on voit des aspects en relation avec effectivement la laïcité. C'est-à-dire dans les slogans qui ont été lancés, il n'y a pas de slogans religieux. Ce qui est le contraire effectivement de l'époque de la révolution islamiste en Iran en 79. Et là, depuis dans toutes les villes, et bien évidemment, on n'a pas cette, disons, couleur religieuse. Et d'autre part, bien évidemment, la place et le rôle, comme vous l'avez évoqué, de la femme, et également le geste fondamental donc, des femmes en brûlant leur hijab et tout ça. Donc, effectivement, il y a une notion qui est en relation, on dirait, avec la laïcité et avec, bien évidemment, orientée vers la démocratie. Et donc, maintenant, ici, là, dans notre discussion, vous qui êtes également un des spécialistes de la laïcité, bon, bien évidemment, la laïcité, c'est disons, allez, une, une élaboration française, d'une certaine manière, on peut le dire ainsi, là, car les autres pays occidentaux, ils ont une autre conception qui est un peu différente. Alors maintenant, je vous demande, est-ce que la laïcité est un principe français et donc la démocratie qui est une valeur occidentale, bien évidemment, est-ce que vous les proposez également aux Iraniens pour la situation après le renversement de ce régime-là? Alors, je dirais que la laïcité est pour une part une invention française, mais qu'il y a en France une forme de laïcité et que l'esprit de cette laïcité se trouve bien sûr ailleurs dans le monde. On peut en trouver des germes dans beaucoup de civilisations, par exemple en Inde. Amartya Sen est quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'Inde et identifie des éléments de laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire la laïcité? Parce qu'il faut que se mettre un peu d'accord sur le sujet. La laïcité, c'est une idée qui considère que nos vies sont structurées par plusieurs sphères et que ces sphères sont régies chacune par un principe différent. Il y a la sphère privée. Dans la sphère privée, je dois être libre de faire ce que je veux. Si je veux porter un voile, si je veux faire le ramadan, si je veux faire la Pâque, je fais ce que je veux, je suis libre dans cette sphère privée. Et puis il y a une deuxième sphère qui est la sphère de l'État. La sphère de l'État, c'est une sphère qui est la sphère de la neutralité. La neutralité, pourquoi? Parce que l'État gère une diversité de religions, une diversité de croyances, une diversité de conceptions. C'est pour ça que l'État est neutre, doit être neutre, il ne subventionne ni ne reconnaît aucun culte. C'est la logique de séparation entre les églises et l'État. Donc, principe de la liberté dans la sphère privée, principe de la neutralité dans la sphère publique, dans la sphère de l'État, et entre les deux, il y a une autre sphère. Dans cette sphère, c'est la sphère où on va dans la rue, où on se promène, où on travaille. Et dans cette sphère, eh bien, il y a un troisième principe qui est le principe de respect, le principe de discrétion. C'est-à-dire qu'on doit être discret à l'égard pour ne pas imposer ses conceptions aux autres, pour ne pas insulter non plus les conceptions des autres. Et donc, la laïcité, c'est considérer que nous avons trois sphères de vie, la sphère privée, la sphère de l'État et l'espace public. Voilà. C'est ça, donc liberté dans l'espace privé, neutralité dans l'État et discrétion et respect, égard pour l'autre dans la sphère de la vie collective. C'est ça la laïcité, ça c'est un principe libéral. Quel est le contraire de la laïcité? C'est pas la religion, puisque précisément la religion c'est la possibilité de croire dans sa sphère privée. Le contraire de la laïcité, c'est le fondamentalisme, c'est-à-dire la pensée qui considère que ces trois sphères n'existent pas et n'en font qu'une, et qu'elles sont régies par un seul principe qui est un principe religieux, qu'il n'y a pas de sphère privée, qu'on a le droit d'aller regarder ce qui se passe dans les foyers pour voir comment les gens se comportent, que dans la vie, la rue et au travail, on a le droit d'aller voir ce qui se passe, et que l'État lui-même n'est pas neutre, que tout est régi par une même règle, qui est une règle intégralement religieuse. Donc, quand on dit aujourd'hui que la laïcité c'est l'adversaire des religions. C'est un mensonge. C'est un mensonge. La laïcité est l'adversaire des fondamentalismes. Quand on dit aujourd'hui que la laïcité, c'est l'adversaire des identités particulières ou des identités individuelles, le droit de faire ce qu'on veut, c'est faux. Parce que dans la sphère privée, et bien souvent aussi dans la sphère de la vie collective, on a le droit de faire, par exemple, de porter un voile en France, c'est tout à fait possible dans la rue. C'est pas, voilà, on a le droit de le faire. En revanche, c'est interdit à l'école, parce que l'école, ça relève
de la sphère de l'État. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, il y a deux mensonges sur la laïcité dans le monde aujourd'hui. Le mensonge véhiculé par les fondamentalistes qui disent la laïcité est l'adversaire de la religion, c'est faux. Et le mensonge qui est véhiculé plutôt par l'idéologie américaine type New York Times, qui dit la laïcité, c'est l'adversaire des identités individuelles. Eh bien, ces deux mensonges, la laïcité, c'est le respect de ces trois sphères et de ces trois principes dans les trois sphères. Voilà. Ça, il faut rappeler ça parce que les contresens sur la laïcité sont innombrables et souvent malveillants, parfois par cynisme. Alors, dans ce cas-là, par rapport à la situation iranienne et notre sujet, vous pensez qu'effectivement ces grands principes avec la définition que vous avez donnée, et que par conséquent la laïcité n'est pas contre une religion ou les religions, bien évidemment, mais est-ce que cela, par conséquent, pour dépasser l'étape actuelle, c'est-à-dire dépasser le régime en place, est-ce que ces deux grands principes, vous le voyez effectivement en œuvre également dans la situation iranienne? Oui, c'est ça qui me paraît très, très impressionnant. C'est l'idée, effectivement, on peut considérer que le voile apparaît aujourd'hui comme le pilier du régime, c'est-à-dire l'idée que, justement, la volonté de régir, de dominer tous les secteurs de la société, le secteur de la vie privée, le secteur de la vie de l'éducation, le secteur de la vie professionnelle, le secteur de la vie dans la rue, le secteur de la vie marchande. En fait, c'est ça. Pourquoi le voile est un principe, est un pilier, pourquoi c'est ça qui est en cause aujourd'hui, c'est parce que le voile est pour le régime actuel l'élément fondamental de son fondamentalisme. Et là où je pense que, pour ça que je suis très en sympathie avec le mouvement, c'est que la revendication, c'est pas d'ailleurs de dire nous voulons interdire le voile, c'est nous voulons laisser à chacune et à chacune la liberté de le choisir. Et donc c'est pas contre la religion que les choses s'expriment, c'est contre cette interprétation particulière d'une religion oppressive de tous les moments de la vie, de la vie privée, de la vie individuelle. Voilà quoi. Et donc l'enjeu est vital parce qu'on a soit le choix d'une société respectueuse des libertés, soit le choix d'une société monolithique organisée intégralement du matin au soir, du berceau à la tombe, 24 heures sur 24, dans tous les secteurs de la société, par un seul et unique principe religieux. Soyons clairs, cette affaire ne tiendra pas. Donc la question n'est pas de savoir si le régime va s'effondrer, mais quand il va s'effondrer. Le problème étant que la grande difficulté, c'est qu'en s'effondrant, il peut commettre énormément de dégâts. Il peut commettre vraiment des massacres absolument abjects, mais il est, de ce point de vue-là, me semble-t-il, inexorablement condamné. Parce que la vie, même d'après ce que je sais de l'Iran, qui est un pays formidablement développé, où la femme occupe une place absolument essentielle, sans les femmes, le pays ne tient pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Elles tiennent l'économie, elles tiennent l'administration, elles sont actives dans ces lieux-là. Et donc, si j'ai compris ce qui s'y passe, la femme est aujourd'hui un pilier indispensable au fonctionnement de la totalité de la société. Et donc, voilà, les choses me semblent être bien engagées, mais encore une fois, avec des risques colossaux de dégâts et de dommages pour la population qui m'effraient par avance. D'accord, comme vous le savez, effectivement, un certain nombre d'intellectuels, mais également hommes, femmes politiques et iraniens, depuis la révolution islamiste en Iran, c'est-à-dire 43 ans, en fait, de plus en plus, effectivement, ils pensaient à la sortie de ce régime-là. Eh bien, quelle alternative, bien évidemment. Et puisque c'est un régime à la fois despotique, mais également avec un certain totalitarisme idéologique, également tous les mécanismes en fait de l'État, ce sont des mécanismes religieux là. Vous prenez par exemple la constitution iranienne, c'est marqué directement et c'est répété que évidemment il y a une religion qui est reconnue comme la religion officielle du pays, qui est l'islam et surtout la tendance chiite.
et ça se répète dans chaque article également de la Constitution. Vous avez également le Velayat Faqih, c'est-à-dire le système qui est à la tête évidemment du système politique en Iran, c'est-à-dire le guide soi-disant de la révolution Khamenei, et que donc effectivement il est choisi théoriquement par un certain nombre d'experts qui sont des religieux et à vie. C'est-à-dire, personne ne peut contester effectivement son pouvoir. Il peut rester tant qu'il est en vie. Mais également, il existe d'autres mécanismes, tels que, par exemple, l'Assemblée des experts, composée que des religions, ou le Conseil de surveillance est composé que des religions. Les parlementaires, ce sont, à part quelques vraiment députés qui représentent éventuellement des juifs ou des chrétiens, eh bien le reste, ce n'est que en fait des musulmans, donc dans la religion de l'islam là. Et donc tout le mécanisme de l'État ainsi que les lois véritablement sont basées sur à la fois le Coran, mais également la tradition de la charia, etc. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de constater que ce régime-là, avec bien évidemment sa particularité religieuse, est en crise profonde, et que donc on parle, eh bien s'il faut sortir, eh bien quel modèle on peut imaginer, le modèle qui nous permet effectivement de séparer véritablement la religion de l'appareil d'État, et donc on revient sur l'aspect évidemment de la laïcité, et également qu'on puisse aller vers où? Vers effectivement non pas répéter le despotisme d'aujourd'hui, mais aller vers la démocratie. Mais tout simplement, dans ce domaine-là, c'est-à-dire la démocratie, ce n'est pas une idée nouvelle en Iran. Depuis à peu près 120 ans, on a parlé de la démocratie, depuis la première révolution qu'on appelle la révolution constitutionnelle, il y a à peu près 120 ans. Mais bon, il y avait ce mouvement a échoué, et après, avec la révolution 79, c'était un échec total, là. Et donc, maintenant, comme ça a été dit par vous et également, je pense que aussi que la laïcité, c'est un principe qui n'est pas pour la déclaration des guerres véritablement dans un pays, n'importe quel pays au monde, mais tout simplement, il est en train de mettre en place l'architecture donc sociétale. D'un côté, bien évidemment, il y a politique, de l'autre côté, religion, et que les gens qui sont selon la loi de la laïcité en France également en 1905, eh bien, les religions peuvent être exercées par les gens qui croient à telle ou telle religion. Mais tout simplement que les religions n'interviennent pas dans la question du pouvoir politique, ainsi que, bien évidemment, la gouvernance, ce qui est votre thème également, et également l'éducation disons, de nos enfants, etc. Donc, il me semble que ces deux notions-là, même si enfin, historiquement, sont travaillés par des apports divers et variés, etc. Mais c'est toujours, ce sont des grandes valeurs universelles qu'on peut défendre, y compris en Iran. Tout à fait. Et si je peux me permettre, ce qui est très intéressant quand vous disiez pour l'avenir, quel modèle, c'est vrai que le modèle de séparation des églises et de l'État, il peut être interprété de multiples façons. L'opposition majeure qui existe aujourd'hui, c'est une opposition entre le modèle français et le modèle anglo-saxon, on va dire, qui est très différente. Dans les deux textes, dans la Constitution américaine, il y a une séparation des églises et de l'État. Mais la grande différence entre les deux modèles, c'est que pour un Américain, l'État est la menace et la religion est la solution. Tandis que pour un Français, la religion est la menace et l'État peut être la solution, c'est l'État arbitre. Voilà un peu la différence. Si vous me permettez de prendre une toute petite image pour bien marquer la différence, qui est une image un peu triviale, mais j'avais trouvé cette image lorsqu'un étudiant américain dans mon amphi me posait la question, c'était l'amphi de philosophie politique, mais alors c'est quoi la laïcité à la française? Moi je ne comprends pas. Hein. Alors je lui ai dit, ben voilà, imaginez que vous êtes dans l'Ouest américain, prenons un western, il venait du Texas, donc ça lui parlait bien. Vous voyez, quand vous allez dans les saloons, dans les bars de l'Ouest américain, dans les saloons, il y avait plusieurs types de bars. Il y avait les saloons où c'était écrit à l'entrée, veuillez déposer votre arme avant de rentrer dans le saloon. Et puis il y avait d'autres saloons où il était écrit, vous pouvez rentrer avec votre arme dans le saloon, mais sachez que tout le monde a une arme. Bon.
Donc faites attention. Eh bien, c'est exactement la différence entre la laïcité à la française et la laïcité à l'américaine. Dans la laïcité à la française, vous transformez arme par religion. Quand vous rentrez dans l'espace public, vous sortez de chez vous, vous rentrez dans l'espace public, eh bien, vous laissez votre religion. Voilà, vous laissez votre religion chez vous et vous rentrez dans un espace où vous allez être avec les autres, attentif à ce que les autres pensent et font. Pour un Américain, vous allez rentrer avec votre religion dans l'espace public. Vous allez rentrer avec votre voile, vous allez rentrer avec pour un sikh, avec votre couteau éventuellement, vous allez rentrer avec votre communauté, et simplement avec le pari, c'est le pari américain, toujours le marché, hein, qu'il y aura tellement de religions qu'au fond, elles vont pouvoir se combiner les unes avec les autres. Voilà, les deux modèles ont leurs vertus. Leurs avantages et d'ailleurs leurs inconvénients aussi, y compris le modèle français. Si moi je préfère le modèle français intellectuellement, parce que je suis français certes, mais aussi philosophiquement, c'est parce qu'il permet quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il permet ce que Catherine Kinsler, philosophe, collègue, appelle la respiration laïque. La respiration laïque, c'est-à-dire vous avez un endroit où vous avez la possibilité de ne pas être ce que vous êtes. C'est-à-dire vous avez la possibilité voilà, de sortir du poids communautaire, de sortir de votre identité, d'être tout simplement libre. Alors c'est toujours menaçant la liberté, mais ce moment de liberté, de respiration, c'est à mon sens le trésor principal de la laïcité à la française. Et je vois effectivement dans le fait d'enlever son voile, bien précisément ça, c'est-à-dire l'idée que vous ne me cantonnerez pas, vous ne m'enfermerez pas dans une identité. Voilà, vous ne m'enfermerez pas dans une identité de femme, de soumise. Je suis un être libre. Et en ce sens, il y a un écho très fort avec ce qui se passe en Iran. Tout à fait. Alors, tout simplement, vous avez suivi certainement l'actualité en France également. Récemment, il y avait une délégation iranienne qui a été disons, reçu par le président de la République, là. Et donc, le président de la République a évoqué la révolution en Iran et il a reconnu plusieurs fois d'ailleurs, hein, ces derniers jours, là. Et d'autre part, effectivement, à un moment donné, il dit que nous pensions, ou certains d'entre nous ont pensé qu'effectivement, la question, par exemple, des grandes valeurs telles que la démocratie, etc., ce sont les nôtres, et puis les autres peuples, eh bien, ils ont leurs valeurs soi-disant locales, etc., et que non, ce n'est pas vrai. Les grandes valeurs ici, ce sont des valeurs universelles, et ces valeurs-là sont aujourd'hui défendues par les Iraniennes et Iraniens et également par nous, d'où effectivement le rapprochement et donc cette position effectivement de soutien vis-à-vis du peuple iranien. Et justement, comme vous le savez, donc ça a été le cas du président de la République récemment, mais également il y a pas mal de milieux artistiques, intellectuels en France depuis 2 mois et qui ont commencé à manifester leur sympathie vis-à-vis donc de la révolution en Iran et surtout le rôle des femmes et que donc je voulais vous demander, chers collègues, quelle est la raison de cette position favorable de soutien vis-à-vis du peuple iranien? Rapidement, on va, disons, aborder cela. Et puis, il y a un autre sujet que j'aimerais vous demander. Je vous en prie. Écoutez, non, moi je suis presque un peu déçu qu'il n'y ait pas plus de choses, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas encore plus de soutien symbolique, de créativité, d'inventivité, parce que effectivement, moi je suis assez attentif depuis plusieurs années à l'Iran. C'est un pays que je n'ai jamais visité, mais qui me fascine parce que cette civilisation multimillénaire est absolument fascinante à tous égards, une histoire très riche. Moi, je suis un lecteur de la période de Cyrus le Grand, de la période de Zarathustra, de Zoroastre. Enfin, je trouve que là, il y a des trésors du patrimoine de l'humanité, des apports absolument décisifs. Et donc, il y a dans le cœur de l'humanité bat en Iran. Voilà, donc ça, c'est mon geste personnel et on ne
On ne peut pas ne pas le voir quand on voit la puissance et la beauté à la fois des paysages et puis du patrimoine architectural. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est parce qu'en effet, ce mouvement d'émancipation et de libération qui paraît, c'est toujours l'espèce de sympathie qu'on a à l'égard d'un mouvement dont on perçoit bien qu'il vient du cœur. Qu'il vient du cœur, ce n'est pas un calcul politique, c'est un courage qui s'exprime hors de toute espèce de cynisme. Et j'allais dire, peut-être qu'il faudra à un moment donné que cette révolution, pour qu'elle soit efficace, retrouve une sorte d'art politique, retrouve aussi une forme peut-être de cynisme pour être efficace, parce qu'à un moment donné, il faut être efficace, c'est-à-dire il faut proposer. Pour le moment, on a un mouvement qui s'exprime, qui est contre, et très sympathique, mais il va falloir effectivement après atterrir pour voir ce sur quoi ça peut déboucher, parce qu'on sait que les périodes de révolution sont toujours propices aux positions les plus extrêmes, aux positions les plus destructrices. Et donc, il faut être extrêmement vigilant sur le fait qu'un petit noyau d'extrémistes ne utilise pas, comme ça a été le cas en 1917 ou même à l'époque de Roménie, n'utilise pas ce mouvement populaire formidable pour le dénaturer et pour le trahir. Donc la vigilance vraiment est de mise, mais en même temps, l'effort et la vitalité de ce mouvement est tout à fait considérable. Donc voilà, je pense que cette énergie-là, cette bienveillance, pourrait-on dire, et cet espoir, cet idéalisme ne peut que émouvoir l'opinion publique française, et je souhaiterais qu'elle l'émeuve encore plus. Voilà, pour qu'on en parle davantage. On est un peu focalisé sur l'Ukraine, sur la guerre en Ukraine, et je trouve qu'à un moment donné, il faut accepter de regarder un peu plus loin que ce qui est proche, même si ce qui se passe en Ukraine est très important. Mais il y a deux événements très importants qui se passent aujourd'hui dans le monde. L'Ukraine est importante, mais l'Iran est absolument essentiel. Et donc, en même temps, pour rappeler cet aspect-là, cette liaison entre à la fois la situation, disons, ukrainienne et également la situation iranienne, c'est parce qu'en fait, avec les armements fournis par le régime islamiste et disons, à Poutine dans son agression contre, disons, ce pays libre, et on constate qu'effectivement, ce peuple ukrainien, mais également le peuple iranien, au fond, ils sont solidaires. Les deux, ils sont victimes, et bien évidemment, à la fois des Russes, mais également le régime iranien. Et donc, forcément, dans les différentes manifestations qui sont organisées, si vous voulez, ici et ailleurs, toujours il y a également des drapeaux, disons, des Ukrainiens qui sont là, qui sont implantés au milieu donc des manifestations iraniennes là. On sent la solidarité effectivement entre ces deux peuples-là. D'une part et d'autre part, et bien évidemment, comme vous l'avez souhaité, moi aussi, je pense qu'il est absolument indispensable que les intellectuels et les politiques et également les progressistes en France puissent comprendre qu'effectivement, c'est dans notre intérêt ici en France également de défendre un mouvement qui jusqu'à maintenant, bien évidemment, a des objectifs sains, a des objectifs non idéologiques et non religieux, et que par conséquent, femme, vie, liberté, c'est véritablement, ce sont des valeurs universelles et défendues par toute l'humanité progressiste et d'une certaine manière. Mais enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, eh bien, vous l'avez également évoqué lors de nos échanges, que les filles et les jeunes filles iraniennes brûlent les hijabs islamiques et luttent donc contre l'État et l'autorité religieuse d'une certaine manière là. Et car hijab, c'est à la fois, donc ça fait partie de l'islam, mais également c'est une loi par effectivement ce régime-là. Alors, donc, comment vous analysez ces phénomènes et quelles leçons en tirer pour la France, là, c'est-à-dire par rapport à ces phénomènes qu'on constate en Iran et qui est vraiment très, très symbolique et que donc véritablement dans le monde également a provoqué des réactions, y compris dans les pays musulmans de la région, etc. Alors, j'aimerais vous entendre effectivement votre analyse sur ces points-là concernant la situation française.
Oui, ben, il y a un point qui me paraît tout à fait évident, c'est que pour mettre les pieds dans le plat et poser les choses très clairement, on peut avoir un sentiment que, alors qu'en France, certaines écoles sont euh, assaillies par un certain nombre de jeunes filles et de jeunes garçons d'ailleurs qui veulent qu'on leur laisse porter le voile ou en tout cas porter des vêtements traditionnels comme la baya, le contraste est saisissant entre la situation en Iran, où là, effectivement, l'émancipation s'exprime par le rejet du voile. Donc, certains intellectuels, ou plus ou moins intellectuels français, disent, bah non, c'est un peu la même chose, il faut le droit de porter le voile à l'école et puis le droit de l'enlever en Iran, voilà, le droit individuel, en essayant de dire, c'est la liberté qui compte et la liberté individuelle. Mais l'erreur est totale. L'erreur est totale. Parce qu'on ne peut pas défendre le droit de porter le voile d'un côté et le droit de ne pas le porter de l'autre. Ce n'est pas du tout la même chose. Défendre le droit de porter le voile en France, c'est défendre le droit d'une femme d'être opprimée. Ce qui est un scandale absolu. C'est un scandale absolu. Et donc là-dessus, les libéraux, les ultra-libéraux, et le terme libéral que j'aime beaucoup, et là, il suis totalement dévoyé, font un usage absolument abject, surtout qu'en plus, ils ne voient pas que dans l'espace public français, le voile est tout à fait autorisé. Personne ne l'interdit. Il est interdit uniquement dans un lieu qu'est l'école et pour les fonctionnaires au nom de la neutralité. Donc l'espèce de symétrie qu'on pose entre le voile et le reste est tout à fait erronée. Donc de ce point de vue-là, oui, la révolution iranienne qui est en cours apporte beaucoup de clarification pour nous autres Français, pour retourner les pieds sur terre et se dire oui, en effet, regardez, cette question du voile, c'est bien quand même la question de l'oppression de la femme par un système patriarcal. Donc ça, c'est très positif. Et puis par ailleurs, très positif aussi sur le fait que nous assistons à l'évolution extrêmement rapide des systèmes théocratiques dans le monde, avec cet affaiblissement, et que la géopolitique de cette région si essentielle à l'humanité, qui est la zone de ce qu'on appelle le Moyen-Orient, on va dire comme ça, est en train de se jouer avec des évolutions qui vont être absolument passionnantes et peut-être aussi des rééquilibrages extrêmement intéressants. Donc sur ces deux raisons, je pense que cette révolution, pour ça je disais la chute du mur de Berlin, parce que l'impact personnel et géopolitique et philosophique de cette révolution me paraît considérable. Tout à fait, absolument. Vous savez, pour un certain nombre d'intellectuels iraniens également, ils sont en train de vraiment revisiter leur conception à la fois sur l'histoire, mais également la société, mais également le rôle de l'islam dans la société iranienne, car de plus en plus, on est nombreux pour dire qu'effectivement, l'islam dans l'histoire de l'Iran, c'était un facteur absolument d'échec et donc négatif, si vous voulez. Et que par conséquent, on arrive à l'aboutissement de ce processus historique, on arrive effectivement à la domination de la République islamique à l'heure actuelle, et que cela, c'est une totalité à la fois politique, mais également idéologique, mais également religieuse, avec effectivement un despotisme effectivement qui est bien évidemment dans la défense des discriminations vis-à-vis des femmes, vis-à-vis d'autres religions, vis-à-vis des minorités, sur tous les plans en fait. Donc cela a permis à une bande, à une petite classe au pouvoir là, d'être enrichie largement en gaspillant véritablement les richesses du pays, et qui parle au nom donc d'une religion, au nom donc de Allah, et cherche bien évidemment à justifier toutes les barbaries effectivement dans ce pays-là. Et donc effectivement, vous avez dit et très bien dit qu'effectivement en France, quand nous avions une certaine crispation, c'est-à-dire on cherche à limiter la liberté de penser en fait. La France, moi je suis franco-iranien. Pourquoi je l'aime la France? C'est parce qu'en fait il y a la tradition de la liberté, la tradition de la disons des libres penseurs, et que donc Molière et tout cela bien évidemment me permet de me définir
finir aujourd'hui également. J'aimerais être libre dans ma pensée, dans mes convictions ou dans mon activité. Et que par conséquent, ici, malheureusement, on n'a pas toujours la liberté de critiquer les mécanismes de soumission donc, de la femme. Et pourtant, la France, notre pays, également, c'était un des pays là où il y avait beaucoup de batailles pour, bien évidemment, la question de la femme. Et que, par conséquent, c'est bien l'expérience iranienne donne de la force aux libres penseurs, donne de la force aux gens qui sont dans la défense de la laïcité. Et véritablement, on est au fond vraiment solidaire. Eh bien, les derniers mots, chers collègues, là, notre temps est fini, mais quelques mots quand même pour, disons, conclure votre discussion. Non, mais écoutez, je suis tout à fait d'accord avec votre conclusion. C'est effectivement, c'est un bol d'air, c'est quelque chose qui nous conforte, qui nous renforce dans nos convictions et qui effectivement nous appelle à une espèce de fraternité sur ces questions-là qui dépasse les frontières. Je suis un peu idéaliste en disant ça, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui est en jeu d'essentiel et que cette révolution doit être menée jusqu'à son terme et de la manière la plus pacifique possible parce que l'humanité va connaître un vrai basculement avec cet événement qui est central. Donc, je le suis attentivement et vraiment merci de m'avoir invité pour cette émission et d'avoir permis d'échanger avec vous. J'ai aussi beaucoup appris en vous écoutant. Merci infiniment pour, chers collègues, pour votre solidarité, mais également votre présence à cette discussion-là. C'est le regard d'un philosophe concernant ces événements en Iran qui nous intéresse également, mais en même temps, vous ne pensez pas comme Michel Foucault, vous avez un autre regard complètement différent, et ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment par rapport à ce qui se passe en Iran. Tout simplement, aujourd'hui, j'écoutais les médias, il y avait des grandes manifestations dans plus de 50 villes en Iran. Et donc, véritablement, il y a une nouvelle étape dans le développement de cette révolution, depuis hier surtout, à la fois du point de vue du nombre de participants, la masse qui participe, bien évidemment, mais une radicalisation sans être dans les dérives, et sincèrement, et c'est parce qu'ils réclament toujours le renversement, disons, de ce régime-là, mais en même temps, il y a l'entraide fondamentale, mais également, il y a une collaboration entre les jeunes hommes et femmes également, mais également un autre phénomène qui est également votre, disons, un des sujets sur lesquels vous travaillez, c'est la question des générations. Les différentes générations, eh bien, sont véritablement engagés dans ce mouvement-là, c'est-à-dire la révolution a démarré avec la tranche d'âge 15 ans et 29 ans en Iran, là, mais le noyau dur de cette catégorie-là, qui constitue en Iran à peu près 25 millions dans cette catégorie d'âge, mais aujourd'hui, on constate qu'effectivement, il y a de nouvelles générations et d'autres formes de lutte, telles que les grèves, etc., qui viennent pour justement enrichir davantage cette révolution. Et donc, on espère que cette révolution sera aboutie par une démocratie également, la question donc de la laïcité. Eh bien, mesdames et messieurs, merci à notre invité. Et donc, pour nos débats prochains, eh bien, à bientôt. Au revoir.